Dans l'actualité de ce mercredi, 3 décennies après la signature de la Convention des droits de l'enfant, le Sénégal est loin, très loin de respecter les recommandations. Le fléau des enfants de la rue, point névralgique de la célébration de la Journée mondiale des droits des enfants. À Saint-Louis, près de 10 000 enfants traînent encore dans les rues. Disparition en mer de 6 pêcheurs de Thiaroye. Les familles craignent le pire. Elles dénoncent le silence des autorités 5 jours après la disparition de leurs proches. Et puis ça y est, c'est validé. Le prix de l'électricité va augmenter à partir du 1er décembre. La Commission nationale de régulation de l'électricité cautionne la hausse. C'est un uppercut pour les gorgorlous. Les associations de consommateurs appellent à la convergence pour dire non. Campagne de commercialisation de l'arachide, pas de surprise, le Comité national interprofessionnel de l'arachide maintient le prix de l'année dernière. 210 francs, la campagne va débuter le 3 décembre prochain. Au même moment, dans le Bawal, des producteurs ont démarré la vente dans le marché noir. Le kilogramme d'arachide est cédé à 275 francs. Vous le verrez dans cette édition. C'est le sujet de toutes les discussions dans le village Lébou de Thiaroye-sur-Mer, la disparition de 6 des leurs. Les familles n'ont plus de nouvelles depuis samedi dernier. Pour le moment, elles n'écartent d'ailleurs aucune hypothèse. Salif Sow, Asmalik Diop. Ils attendent encore et toujours. Les regards plongés dans l'océan, à l'horizon, pas encore l'ombre des 6 pêcheurs portés disparus depuis samedi. Ils sont partis le samedi après la prière de 17h. Depuis, ils ne sont pas revenus. Nous les recherchons, mais en vain. Les recherches se poursuivent. Les pêcheurs se dirigent vers le phare des Mamelles. C'est de l'autre côté de la presqu'île du Cap-Vert à partir d'ici. Mais c'est sans compter, disent-ils, sur l'appui des autorités compétentes. D'où la colère de Thiaroye-sur-Mer. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, c'était le dimanche vers 13h. Mais la liaison n'était pas bonne. Par la suite, j'ai insisté et quand j'ai réussi à les joindre, ils m'ont fait savoir qu'ils avaient été aidés par une autre pirogue et qu'un pêcheur du nom de Pape Diop était parti pour récupérer un autre moteur. Quand nous avons été informés, nous avons de suite dépêché 3 pirogues pour venir à leur rescousse. Les 2 pirogues sont revenues, mais la 3e est toujours introuvable. À la maison de l'un des pêcheurs portés disparus, une mère de famille abattue sur place. Je suis très inquiète. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mis quelque chose sous la dent. Je prie le bon Dieu pour qu'on les retrouve. Le propriétaire de la première pirogue disparue en mer, lui, garde toujours espoir. Il refuse de parler de négligence et met toutes les chances de son côté. Ils avaient pris toutes leurs dispositions. Je pense que cela relève de la volonté divine. Prions juste pour qu'on les retrouve. Les 6 pêcheurs portés disparus n'ont pas donné signe de vie le même jour. La deuxième pirogue qui avait à son bord 3 pêcheurs est partie dimanche dernier. Elle s'était lancée à la recherche de 3 autres pêcheurs, eux, absents du quai depuis la veille, samedi. Le moteur de leur pirogue était tombé en panne. Merci Salif. Brimés, violés, égorgés, les violences faites aux enfants sont aussi flagrantes que croissantes au Sénégal. Un phénomène indigne qui inquiète plus d'un. À Saint-Louis, plus de 9000 enfants errent dans les rues, exposés à toutes les dérives. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. Ce 20 novembre est célébrée la Journée mondiale de l'enfance, une célébration qui vient au moment où 9000 enfants sont dans les rues de la région nord et plus de 3000 au niveau national, une situation déplorée par les habitants de la vieille ville qui demandent à l'État sénégalais de prendre ses responsabilités pour sauver les enfants. Nous avons noté que vraiment les enfants talibés vivent dans des conditions inhumaines. Nous avons ce qu'on appelle des daras dites modernes où l'enseignement coranique se fait bien, mais par contre nous avons dans des daras où les enfants talibés n'apprennent pas le Coran. On se demande où sont les parents, où est l'État. Aujourd'hui, vous savez, la question des talibés, il y a un link qu'il faut faire entre
ce qu'on appelle, parce que malgré tous les efforts, on dit que Saint-Louis est sale. Mais il y a une dynamique qui n'a pas été prise en compte, c'est-à-dire que ce sont les talibés qui sont souvent utilisés pour verser les poubelles au niveau des berges. Les acteurs rencontrés prônent des mesures d'urgence pour mettre fin à ces pratiques qui visent à exploiter les enfants. Ils sont exploités, ils passent tout leur temps dans la rue. Et comme vous le voyez souvent, ils sont au niveau des marchés, entre autres, et c'est une situation très déplorable. Aujourd'hui, c'est terrible, c'est écœurant. Aujourd'hui, la place de l'enfant n'est pas dans la rue. La place de l'enfant n'est pas de traîner en guenilles et pieds nus dans la ville. La place de l'enfant est à l'école. La place de l'enfant, véritablement, est d'avoir des parents, des familles, d'être dans une famille où on puisse prendre soin de lui. Pour lutter contre ce phénomène, les populations appellent les autorités étatiques à appliquer la loi sur la mendicité et la traite des êtres humains, déjà votée mais sans succès. Le Code pénal sénégalais, au niveau de l'article 245, interdit la mendicité. En plus de ça, il y avait une loi qu'on a votée, la loi 2005-06, qui criminalise officiellement la mendicité. Mais malheureusement, nous avons remarqué que depuis lors, l'applicabilité de cette loi reste à désirer. Je pense que l'État doit se lever. Des décisions ont été prises maintenant. L'évaluation de ces décisions, cela a montré qu'il y a des problèmes subsistent toujours. Mais je pense que l'État doit se lever et davantage prendre des décisions pour retirer ces enfants de la rue. À Saint-Louis, plusieurs enfants menguent dans les marchés, rues et quais de pêche. Une situation décriée par les habitants de la vieille ville qui réclament plus de rigueur à l'État sénégalais pour mettre fin à ce phénomène. Oui, c'est nous. Dans tous les cas, la vision de la Convention relative aux droits de l'enfant est loin d'être une réalité au Sénégal. 30 ans après la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, beaucoup d'efforts restent encore à fournir pour juguler la vulnérabilité des enfants dans notre pays. Maguette Soare Diallo et Diafar Abba. Le 20 novembre 1989, le Sénégal ratifiait la Convention internationale des droits de l'enfant. 30 ans plus tard, beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État du Sénégal, même s'il reste beaucoup à faire. Ah oui, les résultats sont nombreux, parce qu'il y a des résultats sur le plan éducatif. Vous voyez, la carte scolaire s'est agrandie. Il y a la lutte contre les phénomènes, par exemple les enfants de la rue, contre également d'autres fléaux qui frappent l'enfance, la lutte pour la santé maternelle et infantile, pour améliorer la santé maternelle et infantile des enfants, améliorer leur éducation et les mettre dans un environnement sain et propice pour leur développement. Donc, il y a eu... Malgré les mesures prises pour la protection de l'enfance, beaucoup de facteurs se dressent en obstacle. Une société progresse, il y a de nouveaux paradigmes, il y a que l'urbanisation également poussée. Les enfants sont dans la rue parce que c'est un phénomène qui est apparu vers les années 89-90, qui a mis du temps. Cela ne veut pas dire que l'État n'a pas cherché des solutions. L'État a toujours mis des politiques pour contrecarrer cela, mais je pense qu'un phénomène, il faut autant de temps pour lever ce phénomène. La Journée internationale des droits de l'enfant coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU, un droit que beaucoup d'enfants peinent à s'octroyer au Sénégal. Et selon le directeur de la protection des droits de l'enfance, le Sénégal est dans la dernière phase de finalisation du Code de l'enfant. Ce code, une fois voté au Parlement, permettra d'améliorer la situation des enfants au Sénégal. Voici Nyoro Baïtouf. C'est des recommandations qui traversent toute la période des 30 ans de la Convention, depuis son adoption par le Sénégal en 1990 jusqu'à maintenant. Et donc des recommandations qui concernent un peu les mesures d'application générale, mais aussi les mesures spécifiques en termes de protection dans le domaine du travail des enfants, de l'intérêt supérieur des enfants. Il y a l'éradication de l'excision, il y a les châtiments corporels qui sont dans le code de la famille autorisés, mais qui ne sont pas dans le code de l'enfant. Il y a toutes les formes de violence qui sont faites aux enfants en termes de recommandations. Nous avons finalisé le premier draft que le ministère de la Justice a remis au secrétaire régional du gouvernement. Maintenant, ce draft-là sera validé d'abord par le comité technique, c'est la procédure du secrétaire régional du gouvernement, qui va le transmettre en deuxième instance au Conseil des ministres,
lequel va le transférer directement à l'Assemblée nationale pour son adoption. Je pense que nous sommes dans la phase terminale de ce code. Dans le chapitre judiciaire, le député Seydina Fall Bougazeli fait toujours face aux enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie. Le responsable APR y est depuis 16h. Nous y reviendrons. Les auditions se poursuivent dans l'affaire Petrotim. C'est au tour d'Abdoulaye Timbo de répondre à la convocation du doyen des juges. L'oncle de Aliou Sall est également cité dans l'enquête de la BBC en tant qu'ancien gestionnaire de la société Agritrans. Agritrans, la société par laquelle une transaction financière d'une valeur de $25 000 aurait été versée à l'État par Petrotim sous forme de taxes. Abdoulaye Timbo réitère ses propos. Il n'est pas au courant de cette transaction. Je viens de répondre effectivement au doyen des juges en tant que témoin. Il m'a fait appeler pour juste me demander ce que je savais sur la question du reportage de la BBC. Et je lui ai dit exactement ce que j'avais dit aux enquêteurs de la DIC, que c'est quelque chose sur cette question-là. Je ne pouvais rien dire concrètement parce que je n'en savais absolument rien. Je n'en savais rien du tout et je ne suis au courant d'aucune opération financière dans le cadre de la société Agritrans dont j'ai été gérant pendant une période avant la transmission à M. Aliou Sall de cette même gérance. Mais pendant toute la période où j'ai été gérant, je n'ai jamais été au courant d'une quelconque transaction financière. Et c'est exactement ce que j'ai dit à M. le juge. Donc vous avez exactement les mêmes propos qu'au niveau de la DIC, pas plus, pas moins. Et rappelons que l'ex-ministre conseiller El Hadj Kassé avait publiquement confirmé le versement de cette somme dans le compte d'Agritrans. Le Comité national interprofessionnel de l'arachide maintient le prix du kilogramme à 210 francs, un coût qui sera validé sauf surprise par le gouvernement. Pendant ce temps, l'arachide est vendu dans le noir dans le Bawal à 275 francs, 65 francs de plus que le prix fixé par le CNIA. Babacar Diouf, reportage. Ils n'ont pas attendu les discussions des étatiques pour fixer le prix du kilogramme d'arachide à leur convenance. Dans le point de collecte dit de Ndangalma, le kilogramme d'arachide est cédé aujourd'hui à 275 francs. Ceux qui ont déjà récolté ne peuvent pas attendre. Ils vont vendre à 300 francs ou 275 francs le kilogramme. Ils ne peuvent pas vendre à 210 francs le kilogramme comme fixé. Les paysans ne comptent pas vendre à perte. Ils avaient l'habitude de nous donner des semences pour qu'on rembourse après la récolte. Mais plus maintenant. Vous voyez, mon mari a acheté le kilogramme à 850 francs, voire 900 francs. Donc, nous ne pouvons pas vendre à perte. Certains producteurs sont allés jusqu'à penser que l'État ne connaît pas la valeur de cette denrée. Si l'arachide venait de l'extérieur, elle ne serait pas accessible. En tout état de cause, les graines sont vendues dans le marché noir. Les paysans n'attendent pas au moment où leurs besoins pressent. Merci Babacar. La Commission nationale de régulation de l'électricité approuve l'idée d'une augmentation du prix de l'électricité. Le prix sera augmenté de 6 à 10% à partir du 1er décembre prochain. Seulement, la mesure horripile les consommateurs. Selon eux, pour pallier les dépenses 2019 de la Sénélec, l'État devait encore venir à la rescousse. Aïssatou Gueiba et Diafaraba. Une information qui n'agrée pas beaucoup de Sénégalais, comme les membres de l'Association des consommateurs du Sénégal. La Commission nationale de régulation de l'électricité parle d'un gap de 70 milliards à combler pour justifier la hausse de l'électricité, une situation que l'on pouvait éviter, estime l'ASCOSEN. Nous avions pensé qu'avec une politique de mix énergétique, avec une politique de centrale à charbon, nous avions espéré que les prix de l'électricité allaient baisser. Je demande à ce que les associations de consommateurs, en jonction avec la société civile, s'élèvent comme un seul homme pour dire non. Une augmentation de l'électricité synonyme de casse-tête pour ces consommateurs rencontrés. Ils interpellent les autorités à trouver une solution. Moi, je vais m'adresser directement au président de la République. Tu as des sœurs et des femmes qui font partie de la société et qui ont surtout besoin d'aide aujourd'hui.
Avant même de fixer la date du 1er décembre, nous, on ressentait déjà le coût de l'électricité. Voyez-vous, ces derniers mois, je paye une facture à 20 000 francs. Mais aujourd'hui, je suis obligée de payer la facture à 40 000 francs. Une décision de la Commission de régulation de l'électricité qui peut être une occasion pour le Fonds monétaire international de supprimer les subventions, précise le porte-parole des consommateurs. Si on ne fait pas très attention, c'est l'application claire et nette des recommandations du FMI. Et qui parle de l'application des recommandations du FMI peut craindre que la population se soulève. Parce que là où le Fonds monétaire international passe, c'est les populations qui traquent. Le prix de l'électricité sera augmenté à hauteur de 6 à 10% le 1er décembre prochain. Une inflation qui suscite bien des débats à l'heure actuelle, au moment où certains ménages ont déjà senti le coût de la cherté de la vie. Et puis les seniors n'échapperont pas à la transformation digitale. L'Institut de prévoyance retraite et la Caisse de sécurité sociale mettent à la disposition des retraités une nouvelle carte biométrique, une carte qui va contribuer à la modernisation de l'Institut. La carte va aussi permettre d'identifier et d'authentifier les allocataires, une mesure qui agrée le troisième âge. Voyons ce reportage de Ndeichaba Aliba et Pape Sango Dembaye. Ouf de soulagement pour les retraités. Désormais, ils pourront percevoir leur pension sans faire la queue. Ceci grâce à une innovation, les cartes biométriques. C'est un processus qui a été initié pour essayer de soulager les allocataires qui étaient confrontés à un certain moment-là à une multitude de problèmes, c'est-à-dire la production des certificats de vie, d'aller faire la queue, ou bien, je ne sais pas, périodiquement de pouvoir se présenter au niveau de la direction générale de l'IPRES pour pouvoir prouver leur état de santé, etc., etc. De l'avis du président de l'Association des retraités du Sénégal, ce dispositif procure plus de sécurité. Avec la nouvelle carte biométrique, les retraités auront la latitude nécessaire de pouvoir effectivement, c'est d'aller se présenter au niveau de n'importe quel type de banque. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'avec à partir des gaps qui sont ouverts au niveau des guichets qui relèvent effectivement de l'espace UEMOA, toute personne là qui serait bénéficiaire de cette carte pourra se faire payer au niveau de toutes les institutions financières qui sont liées à l'espace UEMOA. Au moment où certains travailleurs magnifient la mesure, d'autres pensent qu'il fallait le faire plus tôt. Une forme de négligence. Parce que quand les personnes du troisième âge peinent, ou bien du jour le jour, pendant une semaine, 2 semaines, ne peuvent pas percevoir leur minable pension, c'est vraiment un manque de respect au troisième âge. Le rang, c'est un système d'organisation. Il faut qu'ils s'organisent. Parce que le troisième âge, la plupart, c'est des gens qui sont malades. Ces travailleurs à la retraite sont venus en masse. Ils veulent tous se procurer de cette carte qui leur facilite la tâche. Merci Kaba. Conférence régionale sur l'échange d'expériences et de bonnes pratiques de sécurité et de proximité en Afrique. Une centaine de panélistes dans de hauts cadres de la police et de la gendarmerie, d'experts en sécurité de proximité et des cadres civils se sont donné rendez-vous à Dakar pour réfléchir à cette problématique. L'objectif est de jeter les bases d'un partenariat ouest-africain pour mieux réussir ce combat. Ibou Diouf, Tierno Laurent Mehdi. Une tribune qui regroupe des experts de la sous-région pour mieux maîtriser la question sécuritaire. Ce modèle innovant qui est venu également donner une occupation à une bonne masse critique de jeunes, environ 10 000 dans la première génération de recrutement en 2013, 3 000 en 2017. Donc l'agence a été créée sur la base de ces deux concepts, l'employabilité des jeunes et renforcer les dispositifs sécuritaires. De bonnes pratiques et d'expérience entre tous les pays de la CEDEAO, élargir cette conférence au Tchad et à la Mauritanie. D'abord, c'est pour exposer le modèle sénégalais. Une conférence régionale sur la sécurité de proximité, échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le processus d'élaboration des stratégies préventives de sécurité. La sécurité, aujourd'hui, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas uniquement une affaire des forces de défense et de sécurité, c'est également une affaire des populations. Et nous pensons également qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas réussir notre sécurité en nous isolant des autres. Nous sommes obligés de travailler aujourd'hui avec tous les pays parce que naturellement, pour venir au Sénégal, il faut passer par certains pays. Explorer les possibilités de mise en place d'une plateforme de collaboration entre les pays de l'Afrique de l'Ouest pour réussir le combat. Je pense que c'est une belle expérience qu'il faut partager avec même également les quartiers sûrs aujourd'hui.
Je pense que c'est une expérience qui mérite d'être partagée. Et également, nous pensons qu'avec ces assises, nous aussi, nous prendrons ce qu'il y a de bien ailleurs pour pouvoir améliorer notre modèle. Échange d'expériences et de bonnes pratiques de sécurité de proximité en Afrique de l'Ouest, un forum sous-régional qui a réuni experts qui sont sollicités pour réfléchir sur un dispositif plus performant. Venons-en maintenant à cette alerte à la dengue à Kaffrine. 5 cas ont été détectés au poste de santé de Diamaguène Centre. Les malades ont été rapidement pris en charge. Le médecin-chef de la région exhorte les populations à respecter les règles d'hygiène. Omar Ndiaye. Nous avons 5 sous-brigades d'hygiène. Donc, mais si on fait le cumul, on se retrouve avec 15 tonnes de produits qui ont été retirés de la vente. Donc, c'est des produits qui sont assez divers. Donc composé la plupart du temps de sucreries, ce qu'on appelle les bonbons, composé aussi d'huile et d'autres produits qui entrent dans la cuisson. Donc toutes ces saisies ont été effectuées sur l'ensemble de la région et on note la quantité importante de 15 tonnes si on fait le bilan de cette saisie. Donc le montant global peut être estimé à 6 400 000 francs CFA. Donc l'ensemble de ces saisies ont été effectuées au niveau des sous-brigades de Kaffrine, donc de Nganda, de Mbirkilan, de Malem Odar et de Koungheul. Donc particulièrement au niveau des Lumo, vous savez qu'au niveau de la région, nous avons 2 grands Lumo. C'est le Lumo de Missire dans la zone de Koungheul et le Lumo de Mbirkilan. Donc dans le département... Voilà, toutes nos excuses, ce n'était pas le bon élément, c'était plutôt le capitaine Idriss Ndiaye qui parlait de cette saisie de produits impropres à la consommation. 20h24, c'est l'heure de vous présenter nos excuses si vous êtes à table, mais on va parler de la défécation à l'air libre. C'est une sérieuse problématique à Louga. Là-bas, la pratique est courante selon les autorités. Le phénomène a été décrié hier lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des toilettes. Voyons tout cela avec Thierno Fall. Dans la région de Louga, nombreux sont les villageois qui n'ont pas d'accès à des toilettes. À nos jours, ces populations continuent de pratiquer la défécation à l'air libre. Au niveau national, la défécation tourne autour de 29%. Donc au niveau de Louga, c'est 23-25%. Et plus particulièrement à Linguère, on est à 45,1%. Et c'est là, à ce niveau, que c'est vraiment une problématique qui est là. Cette situation préoccupe beaucoup les autorités locales, les partenaires au développement et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du sous-secteur de l'assainissement. Ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, que tout citoyen sénégalais qui construit une maison dans une zone rurale puisse y prévoir des toilettes. C'est extrêmement important. Maintenant, pour les groupes vulnérables ou bien pour les personnes qui n'ont pas les moyens, peut-être l'État avec les partenaires aussi va venir faire quand même le reste. Mais l'ambition de l'État, c'est l'autoréalisation des toilettes au niveau des foyers, au niveau des zones rurales. C'est extrêmement important. Il y a plusieurs approches qui permettent de lutter à cela. La sensibilisation, mais aussi l'accompagnement par des réalisations avec les partenaires techniques financiers. Donc nous allons y être, nous allons essayer de tout faire pour que quand même, tout simplement, ce défi soit relevé. Dans ce combat, les partenaires s'engagent aux côtés des collectivités pour que l'accès universel à des installations sanitaires soit une réalité partout dans le monde rural. Je voudrais enfin manifester une nouvelle fois toute la disponibilité des acteurs avec l'ensemble des partenaires à travailler à côté de l'État et des communautés afin que personne ne soit laissé en rade et que la défécation à l'air libre soit éradiquée à jamais. La journée mondiale des toilettes qui s'est tenue dans la commune de Guet-Ardo dans le département de Louga a été une occasion pour les autorités de communiquer, d'informer et de sensibiliser sur l'importance des toilettes. Merci Tierno. Sur l'international, pas très loin de chez nous en Guinée-Bissau, parlons de la présidentielle. Victime d'un coup d'État en 2012, l'ancien Premier ministre de la Guinée-Bissau et candidat indépendant à la présidentielle du 24 novembre prochain, Carlos Gomes Jr. se dit confiant et pense qu'il est l'homme de la situation. Ses propos ont été recueillis par nos envoyés spéciaux Barkaba et Khalil Ndiaye. En 2012, je gagnais les élections. Malheureusement, il y a le coup d'État, je suis obligé à partir pour l'étranger. Bien, je suis encouragé par l'expérience que j'ai dans le gouvernement et je suis convaincu que je vais gagner les élections. Pour moi, je crois que ce n'est pas difficile. Pas toute la concurrence, j'étais son chef.
Marivaz aussi, elle était mon ministre des Finances pendant 4 années. Et tous les autres ont passé pour mon gouvernement. Mais il a toujours un signe qu'il va avoir les tentatives de fraude. Mais je crois que la communauté internationale va suivre tous les processus. On fait la confiance. Et puis un mot de sport pour parler de la Ligue 1 française. Bordeaux a trouvé un accord à l'amiable avec Younous Sankaré. Le milieu de terrain mis à pied à titre conservatoire le 5 septembre a été libéré de son contrat par les Girondins de Bordeaux. Sankaré avait intégré le Loft girondais cet été en compagnie notamment de Paul Bess, Cafou et Alexandre Mendy. Le club bordelais reprochait à l'international sénégalais âgé de 30 ans et sous contrat jusqu'en 2021 un problème de comportement. Parlons maintenant du bilan de cette première journée des qualificatifs de la CAN 2021. Les grandes équipes ont assuré, sauf l'Égypte et la Côte d'Ivoire, les Comores, la Mauritanie et la Gambie qui débutent plutôt pas mal. Tels sont les grands enseignements des deux premières journées des qualifications à la CAN 2021. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. À l'exception de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte, tous les habitués de la Coupe d'Afrique des Nations ont bien débuté les éliminatoires de l'édition de 2021. 6 d'entre eux ont même réussi le carton plein. 2 matchs, 2 victoires. En l'occurrence, le Sénégal dans le groupe I, le Ghana dans le groupe C, le tenant du titre, l'Algérie dans le groupe H, la Tunisie dans le groupe J. La sélection qui monte en Afrique, révélation de la dernière CAN, Madagascar dans le groupe K et le Nigeria dans le groupe L. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire se retrouve à la 3e place de la poule K après avoir concédé une défaite en Éthiopie de 2-1. Alors que l'Égypte privée de Mohamed Salah s'est contentée de 2 nuls, chanceux dans la poule G. Un groupe mené par les Comores, une des belles surprises des 2 premières journées de ces éliminatoires. Avec 4 points après sa victoire devant le Togo, les Comores peuvent croire à la qualification. De même que la Gambie, leader du groupe D, qui est allé battre l'Angola avant de partager les points avec la République démocratique du Congo. La Mauritanie n'est pas en reste dans la poule E avec un nul face au Maroc et une victoire devant la République centrafricaine. Ces 3 sélections garderont-elles cet élan? La réponse lors des prochaines journées, prévues en fin août, début septembre 2020. Merci, cher. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue avec vous, Aram Touré, Soir d'Info. Vous recevez l'une des plus célèbres khalifistes.